Bonjour et bienvenue sur Médien TV. Le roi Mohamed VI, président du comité Al-Quds, a donné ses très hautes instructions pour l'envoi d'une aide humanitaire d'urgence aux populations palestiniennes. Ces aides comprennent des quantités importantes de denrées alimentaires, de produits médicaux et d'eau, cela dans un contexte de poursuite des bombardements israéliens sur la bande de Gaza, des bombardements qui ont déjà fait plus de 5000 morts côté palestinien. On en parle avec notre invité, il s'agit du journaliste et analyste politique Moustapha Tossa, en direct avec nous depuis Paris. Bonjour Moustapha Tossa. Je n'entends rien. Alors, il paraît que notre invité ne nous entend pas. On va régler ça dans quelques instants. Je le disais, le roi Mohamed VI donc a donné ses très hautes instructions pour l'envoi d'aide à destination de la bande de Gaza. Donc, on va en parler avec notre invité. Juste signaler que on compte plus de 5000 morts côté palestinien. Rien que cette nuit, on fait état de plus de 140 morts dans les bombardements israéliens. 2 otages femmes israéliennes âgés ont été libérés donc par le Hamas. Le conflit continue. Il en est à son 18e jour donc depuis le déclenchement de cette opération. J'espère qu'on a notre invité avec nous. Bonjour Moustapha Tossa. Alors, il paraît qu'on a quelques soucis techniques pour joindre notre invité Moustapha Tossa, comme vous le voyez donc sur ces images des bombardements israéliens qui continuent de détruire la bande de Gaza et de faire des victimes civiles essentiellement, notamment des enfants et des femmes. Surtout dans le nord de la bande de Gaza, les aides humanitaires commencent à entrer. Mais jusque-là, c'est très insuffisant par rapport aux besoins de la bande de Gaza. La communauté internationale qui se mobilise, l'ONU appelle à une trêve humanitaire immédiate, donc un cessez-le-feu humanitaire immédiat. C'est le Haut-Commissariat des Nations Unies donc aux droits de l'homme qui appelle à cette trêve humanitaire. Les États se mobilisent, qui envoient leurs aides via notamment l'Égypte à travers le point de passage de Rafah. Alors, est-ce que notre invité est avec nous, Moustapha Tossa? Est-ce que Moustapha Tossa est avec nous? Vous nous entendez, Moustapha Tossa? Alors, il paraît qu'il n'est pas encore avec nous. Alors, l'invité nous dit qu'il ne nous entend pas. Certainement, c'est un petit souci technique qui retarde la liaison avec notre invité. En tout cas, comme vous le voyez sur ces images, on assiste à une destruction totale donc, de la bande de Gaza. 2,5 millions d'habitants vivent sur ce territoire de moins de 400 km². Et aujourd'hui, donc, c'est le 18e jour de ce conflit, plus de 5000 morts. L'ONU appelle à un cessez-le-feu, mais on semble avoir un veto des États-Unis pour qui un cessez-le-feu ferait l'affaire du Hamas. En tout cas, en attendant, la situation humanitaire est catastrophique sur la bande de Gaza. Comme vous le voyez donc sur ces images, beaucoup de victimes d'enfants, énormément de victimes d'enfants en majorité, donc qui sont enregistrées depuis le début de cet nouvel affrontement entre l'armée israélienne et les mouvements de la résistance palestinienne. Est-ce que Moustapha Tossa est avec nous? Bonjour Moustapha Tossa. Est-ce que Moustapha Tossa nous entend? Oui, je vous entends très bien. Enfin, on a le plaisir de vous avoir avec nous. Donc, je le disais, sur très haute instruction du roi Mohamed VI, les aides, le Maroc va envoyer des aides donc à destination de la Palestine, en coordination avec les autorités égyptiennes et palestiniennes. Quel commentaire, Moustapha Tossa? C'est tout à fait dans l'ordre naturel des choses que le Royaume du Maroc propose cette aide d'urgence, puisque
la situation à Gaza est catastrophique depuis le début de cette crise. Les Palestiniens de Gaza, les civils de Gaza sont sous les bombardements, sont privés de médicaments, privés de nourriture. Et il était tout à fait normal qu'un pays comme le Maroc, qui a érigé la cause palestinienne en cause nationale, qui milite dans tous les forums internationaux pour défendre le droit des Palestiniens, il est tout à fait normal que le Maroc puisse proposer cette aide d'urgence et faire tout en sorte pour qu'elle parvienne à ces civils dont le besoin est sous les bombes israéliennes actuellement. Justement, le grand enjeu, c'est l'arrivée de ces aides à destination donc, des populations palestiniennes de la bande de Gaza. À ce niveau, le Maroc donc, va coordonner avec l'Égypte et les autorités palestiniennes. Comment cela peut-il être facilité dans le contexte actuel ? En fait, l'histoire que ces aides puissent arriver de manière fluide et facile est devenue en ce moment un enjeu international. Il faut rappeler que les Israéliens, depuis le début de cette crise, ont hermétiquement fermé le territoire de Gaza. Il a fallu la visite du président Joe Biden, il a fallu les appels de la communauté internationale pour convaincre la direction militaire et politique d'Israël, Benjamin Netanyahou, d'accepter l'ouverture de passage de Rafah qui est à la frontière égyptienne. Et donc, il y a là un petit espoir que les aides puissent parvenir petit à petit à la population israélienne. Et évidemment, cette carte est utilisée comme une carte politique de pression de la part d'Israël et tous les pays arabes limitrophes, notamment l'Égypte, font tout pour que ce passage puisse s'ouvrir le plus longtemps possible et puisse permettre à une aide humanitaire maximale dans l'aide marocaine de parvenir aux civils. Donc c'est un enjeu majeur et c'est ce qui fait en ce moment l'objet de toutes les réunions, de toutes les négociations et de toutes les prises de position au niveau international. Il s'agit de faire parvenir à ces populations démunies sous les bombes l'aide humanitaire la plus urgente, y compris celle du Maroc. Y compris celle du Maroc, le Maroc, dont le roi Mohamed VI, je le rappelle, préside le comité Al-Quds. Justement, quel rôle ce comité peut avoir dans les circonstances actuelles? Déjà, le comité d'Al-Quds présidé par Sa Majesté le roi Mohamed VI est connu à travers son histoire d'être impliqué dans la vie économique, sociale des Palestiniens de cette région. Ce n'est plus une surprise pour personne. Ce comité veille non seulement à défendre les intérêts moraux des Palestiniens sur cette région, mais aussi c'est une structure internationale impliquée dans la vie économique et sociale des Palestiniens. Donc il est tout à fait normal que le Maroc puisse aussi s'impliquer de manière extrêmement forte, extrêmement puissante dans l'aide humanitaire apportée aux Palestiniens de Gaza, puisque ces Palestiniens, comme je l'ai dit, sont sous les bombes israéliennes et surtout, ils sont emprisonnés dans un territoire où rien ne sort, où rien n'entre sans la volonté des Israéliens. Donc, le comité d'Al-Quds, et c'est là où le Maroc va pouvoir utiliser ses relations, son soft power, ces canaux d'influence, entre guillemets, aussi bien au niveau d'Israéliens, au niveau des Palestiniens, au niveau des Égyptiens, pour pouvoir déployer cette aide de la manière la plus efficace possible. Alors, on sait que le Maroc aussi préside actuellement au niveau de la Ligue arabe, donc assure la présidence de la Ligue arabe. Alors, à ce niveau-là aussi, les réunions s'enchaînent, la Ligue arabe appelle à l'arrêt des hostilités. Alors, au-delà de cela, quel rôle, à travers cette Ligue arabe-là, il est possible de jouer pour le Maroc? Oui, déjà que depuis le début de cette crise, le Maroc a appelé à cette réunion en urgence des ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe qui a eu lieu et qui a déployé une sorte de feuille de route pour éventuellement convaincre les partenaires de la paix. Si demain ils veulent s'asseoir à une table de négociation, voilà le mode à suivre. Il y a eu aussi cette réunion, ce sommet pour la paix organisé par les Égyptiens et dont le Maroc a pris part de manière
extrêmement efficace et voyante en la personne de ministre des Affaires étrangères marocain Nasser Bourita, et qui ont aussi appelé à la paix et appelé au retour des négociations. Sauf que dans cette affaire de guerre entre guillemets entre Israël et le Hamas, les pays arabes ne peuvent que proposer leur médiation, proposer leur aide pour qu'il y ait, pour tenter de calmer les esprits. Jusqu'à présent, c'est la communauté internationale, et quand je dis la communauté internationale, ce sont les Nations Unies, l'administration américaine, les pays européens qui détiennent la capacité d'influencer Israël pour qu'il revienne à la table de négociation. Le jour où Israël acceptera, sous cette pression internationale, de revenir à la table des négociations, il y aura une feuille de route déjà préparée par les pays arabes pour qu'il y ait une paix définitive, un État palestinien construit, parce que ce qui peut sortir de cette guerre sanglante actuellement, c'est l'idée, la nécessité absolue que sans un État palestinien, il n'y aura jamais de paix dans cette région. Donc voilà, les pays arabes et le Maroc, à leur tête, sont engagés dans cette logique pour convaincre l'ensemble des partenaires régionaux et internationaux qu'il n'y aura pas de paix ni pour les Palestiniens ni pour les Israéliens s'il n'y a pas un vrai foyer national palestinien, un vrai État national palestinien qui garantit les droits des Palestiniens. Et dans ce combat, le Maroc occupe les premières lignes pour convaincre la communauté internationale de la pertinence de ces choix et du côté réaliste qu'il faut absolument appliquer du côté israélien et du côté palestinien dans cette atmosphère de guerre qui ne semble pas s'arrêter sans qu'il y ait une intervention internationale la plus forte possible. Alors, justement, dans ce contexte, l'ONU appelle à un cessez-le-feu immédiat, un cessez-le-feu humanitaire immédiat. De l'autre côté, Washington y oppose son veto, si on ose dire. Comment comprendre cela, Moustapha Tossa? En fait, Washington et notamment Joe Biden, dans les dernières déclarations qu'il a faites à ce sujet, il a dit il n'y aura pas de cessez-le-feu tant qu'il y a les otages israéliens détenus par le Hamas. Ça veut dire pour lui libération d'abord de tous les otages, ensuite on pourra parler des cessez-le-feu. Alors l'histoire du cessez-le-feu est en train de provoquer un énorme débat mondial, notamment en Europe. Et hier, par exemple, en France, il y avait un débat passionné à l'Assemblée nationale où l'opposition de gauche, la France insoumise a reproché à Elisabeth Borne, a reproché à Emmanuel Macron, a reproché à Catherine Colonna de ne pas avoir demandé officiellement le cessez-le-feu. Alors jusqu'à présent, il y a Emmanuel Macron qui est en Israël aujourd'hui. Le plafond de ce qu'il demande en ce moment, c'est une trêve humanitaire qui pourrait préparer un cessez-le-feu. Mais jusqu'à présent, ce cessez-le-feu n'est demandé que par les pays arabes. La communauté internationale américaine et européenne, jusqu'à présent, parce qu'ils soutiennent Israël, parce qu'ils comprennent le besoin d'Israël de se venger de tous ces morts, ne demandent pas, n'exigent pas un cessez-le-feu immédiat. Et ça, c'est ce qui fait que la guerre va continuer un temps et que les morts et les civils vont tomber encore de plus parce qu'il n'y a pas cette demande de cessez-le-feu. Alors justement, je pense que je vous reprends au mot. Assiste-t-on à un soutien occidental inconditionnel, comme on le dit traditionnellement, au droit d'Israël à se défendre, ou plutôt à un droit de vengeance, comme vous l'avez dit? En fait, c'est les deux. Au début de cette crise, c'est-à-dire au lendemain du 7 octobre, quand on a découvert les images, les vidéos, l'ampleur de ce choc subi par les colonies israéliennes à côté de Gaza par le Hamas, il y avait une position de soutien absolu de la part de la communauté internationale européenne et américaine en tête. Et ce soutien a été compris par Benjamin Netanyahu comme un chèque en blanc, comme un feu vert de faire ce qu'il veut pour se venger et pour effectuer une opération de représailles, à tel point que lui, il avait mis comme un plafond l'éradication du Hamas dans la bande du Gaza. Sauf qu'avec les images qu'on est en train de voir et qui se propagent à travers le monde, de bombardements aveugles, de civils, d'enfants, de femmes, de vieillards palestiniens qui sont sous les bombes, cette privation de médicaments, de nourriture, d'eau, d'électricité est en train de changer un petit peu le monde international. Et il y a des forces politiques à l'intérieur des États-Unis comme à l'intérieur des pays européens qui sont influents, qui commencent à
interpeller leur autorité, leur gouvernement pour dire il ne faut pas que vous soyez aveuglement avec l'approche militaire israélienne. Israël a le droit de se défendre, mais tout en respectant le droit humanitaire international qui évite de bombarder aveuglement les civils et qu'il y a des règles à respecter. Donc il y a une espèce de recul, une espèce de réserve qui est en train d'être exprimée dans la classe politique, dans l'opinion, que ce soit aux États-Unis et en Europe. Et la meilleure preuve aussi qui est incarnée par ça, c'est le nombre de manifestations qui sortent actuellement pour dénoncer cette répression aveugle, ce bombardement aveugle israélien à l'égard des civils palestiniens. Pour Israël, toute la bande de Gaza, c'est des Hamas, et donc il faut les liquider. Alors que ce sont des civils innocents qui sont protégés par le droit international humanitaire, et il y a de nombreuses voix qui se lèvent maintenant pour justement demander au gouvernement américain et européen de faire pression sur Netanyahou, sur la direction militaire israélienne, de retenir ses frappes et de revoir sa stratégie militaire à l'égard de Gaza. Alors justement, en tout cas, les uns parlent de crimes de guerre, d'autres de génocide. On a quand même l'impression que la justice internationale devrait s'enclencher pour se prononcer et par la suite juger ce qui se passe actuellement en Israël, comme on l'a vu sur d'autres conflits, notamment en Ukraine. Oui, en fait, la justice internationale peut se prononcer, mais de quoi est faite la justice internationale? La justice internationale est faite de pays comme les pays européens, comme les pays, l'Amérique, comme un certain nombre de pays. Et ces pays-là ne sont pas encore dans cette logique de sanctions et de punition. Ils sont dans la logique de l'émotion, dans la logique de la représailles, dans la logique de comprendre les besoins de vengeance d'Israël. Jusqu'à présent, personne ne parle de ça, à part les organisations non gouvernementales, les organisations de défense des droits de l'homme qui sont en train de documenter cette péripétie pour plus tard la présenter à l'opinion internationale et lui donner une ampleur judiciarisée, si je peux me permettre. Mais jusqu'à présent, on est toujours sur le plan politique. Comment, convaincre Israël de retenir ses frappes? Deux, comment éviter une déflagration régionale? Parce que si demain Israël mène cette opération terrestre contre Gaza, il n'est pas exclu que d'autres forces politiques dans la région, notamment le Hezbollah, notamment les Iraniens, notamment les Syriens et d'autres, puissent aussi participer à cette guerre et donner à cette confrontation entre Israël et le Hamas une ampleur régionale. Donc c'est ça en fait la préoccupation. Personne ne parle de justice maintenant. Tout le monde parle d'éventuellement de cesser le feu, de calmer les esprits pour qu'il y ait une manière de gérer de manière calme et froide cette crise qui personne ne semble avoir la recette pour arrêter cette folie. Alors, qu'en est-il de cette éventualité d'embrasement régional dont on parle, notamment au niveau de la frontière avec le Liban et potentiellement de la Syrie et peut-être même de l'Iran? Globalement, comment pourrait évoluer la situation selon votre analyse? En fait, l'embrasement régional est conditionné apparemment, d'après les déclarations des uns et des autres, que ce soit les personnalités du Hezbollah ou la direction iranienne ou un certain nombre de personnalités de la région. Cette déflagration est conditionnée par la volonté israélienne d'envahir sur le plan terrestre Gaza. Si Israël mène une opération terrestre contre Gaza et réoccupe militairement Gaza, ça pourrait être un déclenchement de cette déflagration régionale. C'est pour ça que tous ces pays-là, la communauté internationale, d'ailleurs il y a eu un communiqué récemment qui a été signé par l'Italie, l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, le Canada, pour justement essayer de contenir cette crise et de la laisser uniquement israélo-palestinienne et non pas régionale. Donc il y a une crainte, il y a une angoisse internationale que cette crise déborde et devient un conflit régional. C'est pour ça que apparemment dans les coulisses, le discours européen et américain à l'égard de Netanyahou est de tout faire pour ne pas créer les conditions d'une déflagration régionale qui serait une affaire perdante pour tout le monde, pour les Israéliens, pour les Européens et pour les Américains. Merci à vous, Moustapha Tossa. Je rappelle que vous êtes journaliste, analyste politique, vous nous parliez depuis Paris. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci.
Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée, bonne suite de programme sur Média TV.